Et nous recevons Sarah Knafo, députée européenne de Reconquête. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Darius Rochebin. Merci d'être là. Quand vous regardez ces images, est-ce que vous êtes du parti des agriculteurs, de ceux-là en tout cas? Je suis toujours du parti des agriculteurs et c'est pas moi qui vous dirai que la violence est un bon mode de résolution des problèmes. Je pense qu'il y a un sujet encore même plus large que le sujet des agriculteurs quand il s'agit de la violence. C'est qu'il y a une colère sociale immense dans le pays. On a un pays qui peut craquer. C'est-à-dire qu'on sent tous une période de déclin qui n'en finit plus. Généralement, dans l'histoire, les pays qui déclinent s'enfoncent aussi dans le chaos et dans la violence. Et moi, tout ce que je veux faire, justement, c'est contribuer à ce redressement, au redressement national, pour éviter qu'on ait à voir ça, qu'on ait à voir des gens désespérés qui en deviennent violents. Ce que, évidemment, je pourrais jamais partager. C'est pas mon mode d'action, c'est pas le mode de résolution des problèmes, qui sont dans une détresse terrible, qui souffrent terriblement. Vous qui êtes libéral, est-ce que vous vous dites pas, les purs libéraux vous diront, voilà, le Brésil produit, la France produit, et puis le meilleur gagne? Attendez, le libéralisme, en principe, quand on connaît les règles de la concurrence, c'est d'appliquer les mêmes règles à tout le monde. C'est plus du libéralisme quand vous êtes en concurrence avec des États qui n'ont pas nos normes, qui ont des normes 100 fois inférieures. Quand vous avez le continent qui impose les normes les plus contraignantes du monde, tout sauf du libéralisme, pour commencer. Un tel technocratisme, moi, ça me fait plutôt penser à l'UERSS qu'un grand continent libéral. Donc, quand on regarde ce qu'est le Mercosur, typiquement, est-ce que dans une perspective libérale, partisane des libertés, on peut se dire que c'est un traité équitable? Il est clair que la réponse est non. Ça n'est pas équitable d'importer des produits finis qui ne respectent pas nos normes, et avec des méthodes de production qui ne respectent pas les normes que nos agriculteurs ont dû respecter. Et là, on vous dira, ah, mais attendez, il y a quelque chose qui s'appelle des clauses miroirs. Alors là, c'est la parfaite arnaque de ces clauses miroirs. Pourquoi? Vous avez déjà en France pas assez de douaniers pour contrôler les produits finis. Donc imaginez, vous allez acheter du bœuf argentin, ça arrive dans un port français, vous avez des douaniers qui le contrôlent. Est-ce que vous imaginez qu'en contrôlant un beefsteak, le douanier français va savoir quelle était la densité de bœuf dans une ferme argentine? Est-ce qu'il va savoir si le producteur argentin, le fermier argentin a dû respecter la loi sur l'eau, telle que nos agriculteurs doivent la respecter en France? C'est impossible. Alors à l'inverse, c'est ce qu'on va nous dire, puisqu'on est dans une folie technocratique, on va envoyer des fonctionnaires européens partout, dans toutes les fermes argentines. Sarah Knafo, est-ce que l'Europe se défait sous nos yeux? Plus tard dans la soirée, émission spéciale avec beaucoup de politiques qui s'expriment, la grande confrontation avec Marine Tondeli, elle aura sans doute un avis très opposé au vôtre, mais quand on voit que l'Europe renonce, ça aurait paru impensable il y a encore quelques mois, renonce vraiment pour de bon définitivement à l'interdiction des véhicules à essence et diesel dès 2035, c'est quasi une autre Europe. Alors ça, pour le coup, je pense que ce qu'il y a de plus positif, c'est de renoncer à tout ce qui peut tuer notre industrie. Enfin, l'Europe qui se défaisait sous nos yeux, c'était l'Europe qui a tué son industrie, qui a menacé son identité par un accueil toujours plus massif de non-européens. C'était l'Europe qui a tué ses agriculteurs, et c'est intéressant que vous fassiez le lien, quand on parle d'agriculture, de faire le lien de l'Europe qui se défait, puisque l'Europe s'est faite notamment sur la PAC, la politique agricole commune. Quel était l'objectif de la PAC? C'était de dire les Européens doivent pouvoir produire la nourriture des Européens. C'était l'objectif. Donc on avait construit une PAC qui avait pour objectif de favoriser la production. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui est totalement inversé. On défavorise la production en faisant porter sur les éleveurs, sur les agriculteurs, des normes environnementales qui vont décourager la production, et on favorise l'importation. Donc le fait de ne plus produire en Europe la nourriture des Européens. Il y a encore très peu de temps, la France était autosuffisante. Et aujourd'hui, on est dans une perspective où on peut se dire que peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus d'élevage en France. Peut-être que nos enfants ne pourront jamais manger de viande française. Ça, c'est une perspective que je trouve inquiétante. Madame von der Leyen s'est conduite de manière assez contestable, en tout cas contestée en France à l'égard de la France. Elle n'osait pas ça avant, parce qu'elle doit beaucoup à Emmanuel Macron dans sa carrière, etc. Là, on voit à quel point Madame von der Leyen et l'Allemagne s'enhardissent, comme si la France était affaiblie dans le rapport de force. Je suis très contente d'entendre ça sur LCI, c'est-à-dire une critique de Ursula von der Leyen. C'est peut-être une preuve aussi que cette Union européenne-là est en train de s'affaiblir. Je trouve que vous avez entièrement raison. On a le sentiment qu'Ursula von der Leyen est un peu en roue libre.
C'est-à-dire que depuis son nouveau mandat, elle se prend, et on voit les images, elle se prend pour l'impératrice. En roue libre, ou est-ce que c'est un rapport de force objectif de l'Allemagne? Elle sait bien que l'Allemagne est plus forte maintenant à beaucoup de titres économiques. Encore plus intéressant que vous en parliez comme la représentante de l'Allemagne, c'est exactement comme ça que je l'aperçois moi aussi. Mais vous savez qu'en principe, quand vous arrivez à la Commission européenne, vous devez prêter serment. Et donc elle a prêté serment de défendre uniquement l'intérêt européen. Mais en réalité, on sait tous, et on est tous au courant, qu'elle n'est qu'une lobbyiste de l'Allemagne, qu'elle prend ses ordres à Berlin, qu'elle ne défend que l'industrie allemande, que c'est la raison pour laquelle elle a tout fait pour nuire au nucléaire français, aujourd'hui à l'agriculture française, pour favoriser l'automobile allemande, que lorsqu'elle a négocié avec Donald Trump, là encore, on l'a vu, elle a défavorisé les viticulteurs et les fabricants de spiritueux français pour favoriser l'industrie allemande. Tout est dit sur l'endroit d'où Madame von der Leyen prend ses ordres. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire ça se passera pas comme ça, sur le Mercosur, je veux pas qu'elle aille au rapport de force, je le prends au mot chiche. Nous verrons, Emmanuel Macron, si vous avez encore un quelconque poids. On verra le cours de la soirée. Soyons honnêtes avec Emmanuel Macron. Il s'oppose pour l'instant très fortement. Il refuse de signer. Très fortement. Et on va voir si quand Emmanuel Macron s'oppose très fortement, la réalité suit. Nous verrons, on le prend au mot et on va voir si sa parole a encore un quelconque impact sur la réalité. Sarah Knafo, on viendra à l'économie. J'aimerais vous entendre sur l'union des droites. Il se passe visiblement quelque chose. On en a hier sur cette antenne Jordan Bardella. Beaucoup en parlent, très peu disent concrètement comment ça pourrait se passer. Sur ce plateau, Laurent Wauquiez avait lâché cette formule qui a fait Flores, qui disait qu'il pourrait y avoir une union, des primaires aussi, qui irait de Darmanin à Knafo. Ça se passera comment? Ça se passerait comment? Alors, première chose, sur l'union des droites, vous avez raison, très peu de gens disent comment ça peut marcher. Quel est le mode d'emploi? Et très peu de gens disent qu'ils sont d'accord. Pendant des années, vous avez eu un LR qui a toujours choisi au second tour, quand il avait à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ils ont toujours appelé à voter pour Emmanuel Macron à 20h02. À l'inverse, Marine Le Pen, de son côté, on ne peut pas dire qu'elle soit exempte de toute critique, puisque lorsqu'elle avait à choisir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, elle a refusé de choisir. Alors, elle parlait du MPS. Quel est votre choix, vous, à 20h02? Si le RN, quand on voit les sondages actuellement, si les sondages disent vrai, et s'ils se confirment en 2027, et si l'élection a lieu en 2027 et pas avant, comme ça a l'air probable, là, je veux dire 2027, de 20h02, le RN est en tête. Qu'est-ce que vous faites? Alors, le RN, si c'est en tête contre Jean-Luc Mélenchon, il est évident que ce sera plutôt le RN pour ma part. Mais première chose... Seulement contre Jean-Luc Mélenchon? Contre Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, moi, j'appellerai toujours à voter pour la personne la plus à droite. Et c'est ce que j'allais vous dire. Il y a une nécessité d'avoir une prise de conscience d'un bloc de droite. Comme disent les marxistes, il faut avoir la conscience d'appartenir à un même bloc. C'est ce que c'est piquant d'entendre Sarah Knafo citer Karl Marx. C'est un grand penseur, il faut lire tous les penseurs d'où qu'ils viennent. Je lis Hayek et je lis Karl Marx aussi. Donc, il y a eu cette absence de prise de conscience depuis au moins 15 ans, qui explique là où nous en sommes. C'est-à-dire que la droite se sentait, pour la droite LR, se sentait plus proche du centrisme quel qu'il soit, même le centre-gauche que représentait Emmanuel Macron à l'époque en 2017. Et pour Marine Le Pen, elle le dit, elle vous l'a dit, elle le répète à longueur de plateau, elle n'est pas de droite. Ça n'est pas une femme de droite. Je crois qu'elle n'aime pas la droite. Elle dit ni droite ni gauche, soyons honnêtes. Oui, elle dit ni droite ni gauche. En tout cas, elle dit je ne suis pas une femme de droite, je n'aime pas l'union des droites. Je regrette que Jordan Bardella reprenne les mêmes mots en disant que lui aussi n'est pas de droite et que lui non plus ne croit pas, comme si on pouvait croire. C'est pas une théorie, l'union des droites. C'est une pratique. Mais pardon, Sarah Knafo, avant d'arriver à 20h02, est-ce qu'il y a un scénario selon lequel vous vous mettriez autour de la table avec, ça paraît tellement improbable en l'état. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi ou est-ce que ça reste pour l'instant du vent? Est-ce que vous imaginez vraiment un Retailleau, un Wauquiez qui serait à votre table? Alors déjà, merci de revenir à avant 20h02, parce que vous savez comme moi que les sondages 15 mois avant sont rarement le résultat à la fin. Pour des raisons d'ailleurs très simples, c'est pas une réalité statistique, mais tous ceux qui avaient été élus plus d'un an et demi avant sont toujours ceux qui ont perdu, parfois n'ont même pas atteint le second tour. Et comme des proportions. En tout cas, si on cite... pas vous faire injure que vous êtes présente médiatiquement, mais en termes de poids politique, est-ce que vous vous souvenez la possibilité que vous dépassiez le RN est mincissime. Non, mais soyons francs. Est-ce que vous vous souvenez du score qu'atteignait Édouard Balladur un an et demi avant 1995? Vous vous en souvenez? Oui, tout à fait, oui. On l'a cru gagnant, on l'a cru président. C'était plus que Jordan Bardella aujourd'hui. Il y avait Nicolas Sarkozy qui disait si Jacques Chirac se retire, Édouard Balladur sera élu au premier tour. Dans le genre pronostic, monsieur Darius Rochebin, ne vous engagez pas trop vite. Vous pourrez vous retrouver comme Nicolas Sarkozy quand Chirac a gagné. Donc un an et demi avant,
généralement, ça induit des comportements qui font qu'on n'arrive pas à atteindre un second tour et qu'on n'arrive plus à mobiliser. Parce qu'il y a eu ce tempérament, donc on a cité Balladur, on pourrait citer Jospin, on pourrait citer Juppé. Tous ceux qui sont élus 1 an et demi avant se disent il faut plus bouger une oreille. Il faut prendre aucun risque, il faut plus rien dire, il faut déplaire à personne puisque je suis à 35. Pourquoi devrais-je bouger? Et donc à la fin des fins, ça induit un comportement qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Donc merci de revenir à l'avant-second tour puisque tout l'objectif finalement, c'est de permettre aux Français d'avoir la ligne qu'ils souhaitent vraiment au second tour. Dans tout Pour ça, cela, pourquoi pas une primaire de la droite? Pourquoi pas une primaire de la droite? Parce que c'est un premier pas vers cette prise de conscience d'appartenir à un même bloc de droite. qui est mûr? Qui est mûr d'après vous pour être dans une primaire où vous Je vais vous figureriez? citer ceux qui l'ont proposé. Moi, c'est une proposition qu'avec Éric Zemmour, on a acceptée. C'est David Lisnard qui l'a proposé initialement, qui a proposé qu'il y ait cette primaire de la droite. Alors lui citait qu'elle allait de Reconquête jusqu'à l'UDI. Et puis ensuite, vous avez Laurent Wauquiez qui lui aussi l'a proposé. Moi, je pense qu'en réalité, cette primaire, ça va devenir un peu le serpent de mer de l'année qui va venir. C'est-à-dire que ça va revenir en permanence quand on s'apercevra que la droite n'a pas le candidat qu'elle souhaite au second tour. Et on se dira, mais pourquoi finalement ne se décide-t-il pas à faire cette primaire pour engager une dynamique? Vous vous souvenez qu'en 2016, ça avait engagé une dynamique extraordinaire pour la droite, avant bien sûr les affaires, que la justice s'en mêle, etc. Mais c'est même ce qui avait été à l'origine de la création des chaînes d'information. Tellement les gens suivaient ce débat, suivaient cette... Qui fera le premier pas? Vous faites le premier pas, vous leur demandez d'une rencontre? J'ai déjà rencontré, donc oui, je veux bien les revoir avec grand plaisir. Qui est-ce que vous avez rencontré concrètement? David Lisnard, Laurent Wauquiez. C'est d'ailleurs eux qui ont fait le premier pas, si je puis dire, puisqu'ils l'ont proposé, vous l'avez dit sur votre plateau, vous avez dit une formulation qui a fait Vous parlez régulièrement? Oui, absolument. Avec Laurent Wauquiez? Moi, j'essaye de parler à tout le monde, puisque... Vous ne me répondez pas sur Laurent Wauquiez, vous parlez régulièrement? Oui, absolument, oui. Avec Laurent Wauquiez. Et vous avancez? Je pense que ça avance. Comme je vous le dis, je crois que ça va devenir... Vous ne pensez pas, vous savez... Regardez comme moi. Depuis que cette proposition a été mise sur la table, donc par David Lisnard initialement, elle a été reprise par Laurent Wauquiez, elle a été acceptée par Éric Zemmour et par moi-même, et vous voyez comme moi que toute la presse en parle. Vous sentez bien qu'il y a une demande de ce côté-là. Donc est-ce que ça avance? Oui, la preuve, on en parle depuis 5 minutes. La preuve que ça avance. Les gens s'y intéressent. Si au téléphone ou de visu, vous le voyez comment, Laurent Wauquiez? Vous buvez des cafés ensemble? Vous voulez que je vous raconte toute ma vie? Oui, on a déjeuné ensemble. C'est pas votre vie là, c'est votre vie politique. On a déjeuné ensemble. Et on a déjeuné ensemble pour en discuter. Pour discuter du fait de la nécessité qu'elle prenne corps. C'est pas juste du positionnement de dire qu'il faut une primaire de la droite. Ça ne sert pas uniquement à dire on appartient à un même bloc de droite. Ça sert aussi à ce qu'elle ait lieu et à permettre d'offrir les conditions de la victoire à la droite, à la fin, à nos idées et donc au redressement du pays. Votre destin personnel, toute la France politique bruisse de votre possible candidature à la mairie de Paris. Y pensez-vous? Oui, j'y pense. Je pense toujours à ce qui se passe dans la capitale de mon pays. Donc je m'y intéresse. Je regarde la campagne, je regarde les programmes, en tout cas pour ce que publient les uns et les autres. Et donc j'étudie tout ça sérieusement parce que je prends jamais de décision à l'emporte-pièce. J'étudie tout ça et puis je donnerai ma décision quand elle sera prise. Il y a un précédent illustre qui ne peut pas vous laisser indifférent. Marie-France Garot, qui est, je le sais bien, votre idole. Alors, c'est rare, peu de gens en 2025 citent, bientôt 2026, Marie-France Garot, c'est votre idole absolue, libérale, femme de droite, très assumée. En 77, si ma mémoire est bonne, elle avait, pour ainsi dire, organisé la campagne et la victoire de Chirac à la mairie de Paris. Ça ne peut pas vous laisser indifférent. Vous avez raison. On voit que vous connaissez parfaitement la vie politique française. Pour moi, cette femme, c'est la femme la plus importante de la Ve République à ce jour. Elle a conseillé les principaux présidents de la République. Elle a travaillé avec Jean Foyer quand il était garde des Sceaux du général de Gaulle, puis avec Georges Pompidou, puis avec Jacques Chirac. Elle a été déçue de Jacques Chirac sur ses positions. Elle a trouvé qu'il avait manqué de rigueur, qu'il avait manqué de conviction. Après. Elle a été déçue par lui et par la suite. Mais en attendant, ce pari de Chirac de commencer par Paris, est-ce que c'était un bon pari? Forcément, on a vu la suite de l'histoire. Je pense que le pari de Jacques Chirac, c'est aussi un pari que beaucoup regrettent. Ceux qui ont connu le pari de Jacques Chirac se disent, voilà, c'était une grande ville, il y avait un grand maire, c'était une ville dont tous les Français étaient fiers. On n'avait pas cette impression de mépris, c'est-à-dire d'une grande capitale déconnectée qui fait des expériences... qui ne rendent plus les Français fiers, ça veut dire plus quoi, les Parisiens fiers. Si vous étiez candidate et si vous étiez maire de Paris, qu'est-ce que vous changeriez? Eh bien, Darius Rochebin, si je suis candidate, je peux vous faire une promesse, c'est que j'accepterai votre invitation si vous m'invitez, et qu'à ce moment-là, si je suis candidate, je vous parlerai de mon programme, de mes idées. Mais en quoi le pari d'aujourd'hui, je vous fais la promesse. En quoi le pari d'aujourd'hui vous semble, indigne d'une capitale de cet ordre?
non seulement indigne d'une capitale, indigne d'une ville française, invivable, insécure, dangereuse, sale. Donc évidemment que tous les Parisiens qui vivent à Paris sont malheureux de voir la capitale dépérir, mais tous les Français, et d'ailleurs le monde entier, on voit bien que Paris dépasse Paris. Quand vous avez Notre-Dame qui prend feu, vous voyez bien que ça dépasse même les frontières de la France. Quand vous avez le Louvre qui se fait braquer, quand vous avez des dégâts des eaux au musée du Louvre, vous voyez bien que ça dépasse non seulement les frontières du périphérique, mais ça dépasse même la France. Vous avez des gens qui vivent en Chine, aux États-Unis, en Argentine et qui pleurent quand ils voient les flammes au-dessus de Notre-Dame de Paris. Donc bien sûr que l'avenir de cette capitale m'intéresse. Vous savez, on disait, la France s'est désindustrialisée, on a perdu la moitié de nos agriculteurs en quelques années, mais et les plus déclinistes disaient, la France va devenir un musée. Et aujourd'hui, on se dit, même le musée, on ne sait plus le tenir. Qu'est-ce qui vous fait hésiter encore à y aller ? Bah écoutez, encore une fois, quand j'aurai pris ma décision, oui. Puisque vous savez... Si vous n'avez pas pris, c'est que vous hésitez. Vous avez compris Pourquoi est-ce que vous hésitez ? J'ai besoin de mûrir les choses. Et donc quand ce sera mûri, je vous refais la promesse d'accepter votre invitation pour en parler. Et qu'est-ce qui fait mûrir ou non ? Je vous passe à un autre sujet. Quand même, une question sur Paris, c'est-à-dire quand on voit les candidats actuels, Rachida Dati, d'ailleurs mentionnons le fait que le domicile et les bureaux de Rachida Dati ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'une information judiciaire pour corruption présumée. Elle demeure cependant, par sa notoriété, par son poids politique, si vous êtes candidate, une concurrente très considérable. Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire, Pierre-Yves Bournazel, Thierry Mariani, si j'ose dire, politiquement, est-ce qu'ils sont prenables ? Darius Rochebin, là vous êtes dans une émission sur la ville de Paris. Vraiment, je vous propose qu'on parle de l'actualité du jour. Il y a énormément de sujets qui obsèdent aujourd'hui les Français. On a parlé d'agriculture et je vous en remercie. Je pense qu'on pourrait parler d'économie. Chaque chose en son temps. Il y a votre rivalité avec le RN. On voit bien ici que Thierry Mariani, des sondages sont parus, où on voit bien que vous avez une concurrence qui serait jouable face à lui. Pour vous, battre le RN, et on a compris que c'est votre concurrent, on commence par ses rivaux directs, ce serait quelque chose. Je pense que vous avez compris dans ce que je vous ai dit que mes sujets dépassaient amplement le fait de battre tel ou tel candidat. Je pense que vous avez senti avec quelle émotion je vous parlais de cette ville et pourquoi est-ce que l'avenir de cette capitale m'emportait. Donc je ne vais pas maintenant rabaisser le niveau à vous parler de pourcentage et de concurrence. Sarah Knafo, l'avenir, c'est l'élection présidentielle. Vous êtes parmi les rares à assumer en France, alors on peut juger que c'est irresponsable ou c'est au contraire très responsable, à assumer le fait qu'il faudrait un changement d'époque en matière économique. Est-ce qu'on peut aller à la présidentielle en étant monsieur ou madame rigueur en France et être élu? C'est très intéressant que vous posiez cette question parce que ça va me permettre de faire un distinguo. Je ne propose absolument pas un programme de rigueur, mais un programme d'enrichissement. Je pense qu'il y a une différence fondamentale à faire entre deux mots, c'est-à-dire le mot de sacrifice et le mot d'effort. Aujourd'hui, ce que fait toute la classe politique, c'est qu'elle demande aux Français des sacrifices. Un sacrifice, c'est quand vous n'avez rien en retour. C'est demander aux Français, typiquement, vous allez travailler 2 jours fériés en plus pour que l'État puisse empocher 4 milliards, qu'il ira dilapider pour construire des skateparks au Cameroun, pour payer l'audiovisuel public, 4 milliards d'euros, pour le dilapider dans des gabegies dans le monde entier, ou encore vous allez travailler 2 ans de plus pour financer un système de retraite par répartition qui est déjà mort, qui est condamné d'avance. Demander un sacrifice aux gens, c'est de leur dire vous allez sacrifier vos journées, votre vie et votre temps, non pas pour vous, mais pour sauver le système. Mais c'est vrai que je dis sauver le système. Je veux juste finir sur ça parce que c'est intéressant. C'est important, excusez-moi, je veux juste finir sur ça. Si vous dites aux gens, vous allez vous saigner pour sauver le système, vous leur dites même pas pour améliorer le système. Tout ce que vous leur promettez, c'est tout ne va pas s'écrouler. Pas seulement, et puis le sort de vos enfants. Mais pas du tout. Alors si vous croyez que le sort de nos enfants, c'est le système par répartition, pardonnez-moi de vous dire qu'il est mort. Il faut sortir de cette illusion. Le système par répartition est condamné pour des raisons mathématiques, pour des raisons démographiques. Donc on ne peut pas demander aux gens de se saigner pour rien. À l'inverse, qu'est-ce qu'un programme d'enrichissement ? C'est le programme qui vise à dire un effort n'est pas un sacrifice. Dans un effort, vous êtes rétribué. Si vous travaillez plus, forcément, vous allez voir le résultat sur votre fiche de paye. Ce que je propose, c'est d'inverser totalement la logique économique actuelle. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va taxer plus les Français pour pouvoir dépenser plus. Travailler 2 jours fériés de plus, travailler 2 ans de plus, et à la fin, l'État, la puissance publique pourra dépenser plus. Je propose d'inverser totalement cette logique en disant qu'à partir de maintenant, il faut au contraire dépenser moins pour taxer moins, pour que les Français et les entreprises gagnent plus. Pour cela, j'ai proposé
proposé un contre-budget de 80 milliards d'euros d'économies qui permet ensuite de baisser massivement les impôts. Et donc si je fais, je pense, une transition, puisque c'est... Mais pardon, 80 milliards d'économies, c'est beaucoup d'argent quand même, donc c'est bien des sacrifices. Et c'est uniquement un plan d'urgence. Alors, si jamais vous considérez comme un sacrifice, par exemple, de privatiser l'audiovisuel public, pas moi. Moi, je considère que ce sera enfin une respiration pour tous les Français qui ne payeront plus cet abonnement forcé de 130 euros par an et par ménage. On a le droit d'aimer ou pas l'audiovisuel public, pardon, mais c'est pas la suppression de l'audiovisuel public qui va sauver les comptes de la France. Ah, vous avez raison. Pour arriver à 80 milliards, il en manque encore. La masse des dépenses sociales, à 20 milliards d'euros, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, pardon. De 15 à 20, ne serait-ce que la sécurité sociale, vous savez très bien. Je réponds sur ça. De 15 à 20 milliards d'euros d'économies à faire sur les prestations sociales non contributives aux étrangers. Donc réserver ces prestations-là aux Français. Pourquoi ? Parce qu'un étranger qui arrive sur notre sol, qui n'a jamais cotisé, qui n'a pas travaillé, ne mérite pas, à mon sens, d'être assisté par la solidarité nationale. Comme son nom l'indique, national, ça veut dire nation, donc vous devez avoir la carte d'identité nationale. Bref, si vous ne l'avez pas, il est légitime que vous n'obteniez pas ces aides. Aucun pays du monde n'est aussi généreux que nous. Vous pouvez continuer, il faut supprimer le soutien public aux énergies renouvelables, notamment à l'éolien. C'est 8 milliards d'euros nouveaux chaque année. L'aide publique au développement, c'est 15 milliards d'euros par an. Quand Donald Trump parle de l'écologie en disant arnaque verte, est-ce que vous le pensez ? Moi, je ne dirais pas que l'écologie est une arnaque. Que les normes environnementales telles qu'on les a inventées sont très idéologiques, qu'elles ne permettent pas, même pas en réalité d'avoir un impact sur l'environnement, ça c'est clair, en tout cas pour l'Union européenne que vous décriviez tout à l'heure, en disant qu'elle était en train de reculer. Oui, elle recule parce qu'elle n'a jamais eu d'effet. Vous êtes une des rares dans la droite française ou la droite nationaliste à dire Trump, Milei, ces deux personnages, avoir des mots vraiment élogieux. En général, comme c'est un petit peu sulfureux, même des gens qui sont proches d'eux idéologiquement font attention. Est-ce que vous êtes Trumpiste et est-ce que vous êtes milléiste ? Alors, Trumpiste, écoutez, moi je suis pas la petite sœur de Donald Trump, moi je suis française, patriote française, donc par définition, je ne prends mes inspirations partout en essayant de me dire qu'est-ce qui peut être bien pour les Français. Vous dire que je trouve énormément d'aspects positifs aux mesures qu'a pris Donald Trump, c'est évident. Et ceux qui n'ont pas le courage de le dire, les pauvres, qu'est-ce qu'ils auront le courage de faire ? Vous savez que c'est impopulaire. Quand on regarde les sondages, là, une très grande majorité de Français, à tort ou à raison, n'aiment pas Trump. Il y a des gens qui font de la politique en fonction des sondages, d'autres en fonction de leur courage. Vous avez votre réponse. Moi, j'essaye de convaincre les gens que mes idées sont les bonnes. Parfois, ça marche. Parfois, ça prend du temps. Et je pense que c'est ça l'unique bonne méthode. Sinon, tous les politiques diraient la même chose. On aurait nos feuilles de sondage comme ça devant nous. Et puis, tout le monde dirait alors qui il faut détester ? Ceci. Quelle mesure est bonne à prendre ? Celle-là ? Non. Moi, j'essaye de réfléchir sincèrement aux questions. Je me pose la question en regardant ce que fait Donald Trump. Je me dis alors qu'est-ce qu'il fait de bien ? Qu'est-ce qu'il fait de mal ? Il y a aussi des choses critiquables. Qu'est-ce qu'on pourrait reprendre chez nous ? Qu'est-ce qui est compatible avec notre peuple, avec notre histoire, avec nos institutions ? Qu'est-ce qui, à l'inverse, ne marcherait pas en France ? Je fais la même chose, vous avez cité Milei, et je vais être encore plus courageuse, je fais la même chose avec Bukele, le président du Salvador, qui a fait passer son pays du pays le plus dangereux du monde au pays le plus sûr de l'Amérique latine. Un mot encore. À quel point êtes-vous ambitieux, Sarah Knafo ? Jean-Philippe Tanguy, qui a pas la langue dans sa poche, et il parle à Politico, et il dit vous êtes la Cléopâtre française. Je crois qu'il y voit une nuance, c'est ce qu'il dit, une nuance positive. Il dit elle a été après tout reine d'Égypte. Vous êtes ambitieuse ? Je remercie Jean-Philippe Tanguy pour son compliment. Moi, j'ai énormément d'ambition, beaucoup d'ambition pour mon pays. Participer au redressement de la France, c'est ce que j'espère le plus et je travaille tous les jours pour ça.